Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 1er juin 2025 à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui va accueillir Monsieur Habib Sy, qui est ancien ministre d'État, actuellement président du Parti de l'Espoir et de la Modernité, Yakarou Réumi, et président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, la Sénélec. Merci beaucoup, Monsieur Sy, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie, Alassane. J'adresse mes salutations à nos auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver. J'avais promis à Alassane Samba Diop que ma première sortie, c'est à vous que je leur ai réservé et j'ai voulu respecter ma parole. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Merci infiniment pour cet égard. Vous vous êtes fait rare depuis, disons, la dernière élection présidentielle, on peut le dire comme ça. C'était quoi? C'était un repli de sagesse? C'était quoi? C'était dû à quoi ce silence? Bon, comme vous dites, à mon âge, à 110 ans, au moins on apprend à être sage. Je ne le suis pas, mais on apprend à le devenir. Et j'ai estimé aussi que, après l'accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, Sonko, Ousmane Sonko, que nous avons accompagné, il fallait maintenant moins de bruit et leur créer une plage pour mettre en œuvre les raisons pour lesquelles ils ont été élus. Il s'y ajoute que, après ces élections, et jusqu'à présent d'ailleurs, quelque part, il y a eu beaucoup de tumultes, beaucoup de débats stériles, surtout à travers les réseaux sociaux. Et quand on parle, à notre niveau, à notre âge, nous avons besoin d'être écoutés, d'être compris et d'être entendus. Mais avec ce brouhaha que nous avons connu ces derniers temps, il n'était pas évident qu'un discours serait perceptible. Bon, je crois qu'aujourd'hui les choses sont un peu apaisées, à mon avis, et c'est pour cela que j'ai accepté votre invitation pour échanger sur un certain nombre de questions. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure sur des questions d'actualité, mais nous avons été interpellés par votre dernière participation à l'élection présidentielle. Vous aviez... votre candidature était une candidature, on peut le qualifier comme ça, de factice. Est-ce que vous n'avez pas ça aujourd'hui sur la conscience? Est-ce que c'était honorable de jouer ce rôle? Non, pas du tout, parce que on était dans une situation très délicate. Et quand on fait la politique, on a un parti politique, nous étions dans le cadre d'une alliance, il faut bien le comprendre. Cette alliance avait besoin de stratégies pour accéder au pouvoir. Et Ousmane Sonko, qui est quand même un stratège, hein, quoi qu'on puisse dire, a imaginé ces candidatures plurielles. C'était certainement pour déjouer les entraves du régime de Macky Sall. Et ça a marché, parce qu'au finish, Cheikh Tidiane Dièye et moi, c'est comme on va à la guerre, hein? On dégage sa stratégie. Et, nous étions donc convenus, en accord avec Ousmane, après qu'il fallait laisser la candidature de Diomaye passer. C'est aujourd'hui ce qui nous amène au pouvoir. Si on ne l'avait pas fait, on ne serait pas au pouvoir. Non, en fait, donc, il n'y a aucun problème de conscience pour nous. C'est une responsabilité qu'on a historiquement assumée. Et je crois que le peuple a compris, et c'est pour cela qu'ils ont eu cette forte majorité pour élire le président Bassirou Diomaye Faye. Parfait. Et malgré toute votre expérience, votre âge, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez accepté de jouer ce rôle. Est-ce que vous n'avez pas un peu faussé le jeu d'ailleurs?
Je ne le pense pas. Je vous dis que c'est un problème de stratégie. Nous étions dans le cadre d'une coalition. Nous avions dégagé les stratégies, les tactiques. Et d'un commun accord, nous avons tous accepté de faire comme cela. Et voilà, comme j'ai dit, ça a marché et on s'en félicite. Et ça nous honore d'ailleurs. C'est ça. Donc quand on trace une stratégie, il n'y a pas de morale. Ici, c'est pas une... Mais est-ce que vous considérez que le fait d'avoir été brimé, subi ces violences, que le président de la République du Sénégal, à l'époque Macky Sall, a enfreint toutes les lois, tous les règlements, jusqu'à qu'il y ait environ 80 morts, qu'on nous empêche même de nous réunir, notre siège, celui de Déthié Fall qui était toujours barricadé, on subissait l'injustice. Comment peut-on nous reprocher de ne pas avoir une stratégie claire, pertinente, pour déjouer tout cela et arriver au pouvoir? Et aujourd'hui, à travers le monde et à travers l'Afrique, c'est un cas d'école. Cette façon d'accéder au pouvoir, moi j'ai duré dans la politique, mais je ne connais pas que cette stratégie ait pu exister dans d'autres pays. Et aujourd'hui, vous l'avez même constaté, en Côte d'Ivoire, certains partis politiques demandent à leurs leaders de faire comme Ousmane Sonko. Ce qui veut dire que ça a fait recette. D'accord. Voilà, aujourd'hui, ce qui est fait est fait. L'élection est passée. Mais est-ce que vous reconnaissez avec le recul que PASTEF avait 3 candidats dans cette élection? Je n'ai pas compris. Est-ce que le PASTEF avait 3 candidats en dehors de monsieur le président actuel? Vous aviez 3 candidats. Oui, c'était dans le cadre d'une coalition. Ouais. Moi, on était dans la coalition Sonko président, on était dans la coalition Diomaye président, et c'est ces coalitions qui ont déterminé les 3 candidats. D'accord, très bien. Donc, c'est ce qui nous a permis de gagner. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes PCA de Sénélec. Est-ce que c'est un travail exaltant pour vous? Oui, c'est exaltant parce que à l'époque, avant 2022, je crois, il y avait une certaine perception des présidents de conseil d'administration. Mais je dois avouer que depuis un certain temps, surtout l'accession de PASTEF au pouvoir, il y a une mutation, n'est-ce pas, très sérieuse, très profonde du conseil d'administration. Il y a bien sûr des dispositions législatives qui le permettent, des dispositions réglementaires. Et aujourd'hui, le PCA, qui dirige le conseil d'administration, exerce de façon absolue son rôle de contrôle dans les sociétés. Nous avons créé une association des administrateurs publics, n'est-ce pas, pour d'abord la formation, parce que quand vous dirigez, vous présidez une société comme la Sénélec, il y a énormément de matière là-dedans. Il y a de l'électricité, il y a de l'énergie, il y a la comptabilité de la société, il y a la trésorerie, il y a la fiscalité. Donc, il y a tout un ensemble de points que vous gérez au niveau de cette société. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les PCA vraiment exercent pleinement leur rôle et c'est une fonction passionnante. D'accord, dans l'imaginaire. D'autant plus que moi, bon, j'ai duré dans le gouvernement, je n'ai jamais été ministre de l'énergie. Ça me permet de comprendre maintenant que les questions d'électricité et les questions d'énergie, on peut... D'accord. Dans l'imaginaire populaire, les PCA sont payés à ne rien faire. C'est vrai ou faux? Non, 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 je ne crois pas. C'est pour ça que je vous dis que c'était une perception. Et c'était une fausse perception. Et aujourd'hui, les PCA, ils ont leur bureau, ils vont au travail de façon régulière. Et voilà. Et c'est la seule récompense que vous avez après tout le travail que vous avez? Bon, ce n'est pas en termes de récompense. Moi, bon, vous savez, qu'est-ce que j'ai à solliciter de plus? Moi, je veux tout simplement continuer à les accompagner. S'ils estiment que au niveau du conseil d'administration de la Sénélec, je peux apporter, j'apporte. Je ne cours pas après un poste de ministre. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'en veux même pas. Voilà. D'accord. C'est vous qui
qu'il avait sollicité ou ça vous est tombé dessus, le poste? On dirait que ça m'est tombé un peu dessus parce que j'ai eu un échange avec Ousmane Sonko. Après, bon, et c'est arrivé comme ça. J'ai pas cherché autre chose, quoi, franchement. Ouais. Je pourrais rester dans mon petit coin et continuer à les accompagner comme je le faisais d'habitude. Donc, en tant que PCA, vous ne vous ennuyez pas? Non, pas du tout. Je ne m'ennuie pas. C'est des dossiers très intéressants que nous gérons. Et j'apprends, comme je l'ai dit, le secteur de l'électricité. Quels sont ces dossiers que vous avez? Ah oui, il y en a énormément. Hein. Par exemple, de significatifs. Vous me parlez tout à l'heure de la question du Congo. Vous m'avez interrogé en off la question du Congo. Ça doit être validé par le conseil d'administration. Le Congo rappelle que la Sénélec, parce que ça fait partie des questions que vous voulez soulever avec moi. À travers une filiale, a bénéficié d'un contrat là-bas. Oui, c'est très intéressant. Parce et il y avait un parfum de scandale d'après des papiers de journaux. Non, je ne crois pas, parce que c'est très intéressant pour la Sénélec, parce que c'est un appel d'offres pour la distribution d'électricité au Congo, Brazzaville, qui a été gagné par la Sénélec de façon légale et régulière. Alors, la Sénélec a créé une filiale, le droit congolais, c'est comme ça que ça se passe. Et après, cette société, Coselec, a mandaté quelqu'un pour la recherche de financement. Bon, le monsieur n'a pas été performant, on lui a retiré son mandat, il a crié. Voilà, rien d'autre. Et c'est ce qu'on appelle scandale, ce n'est pas un scandale, et on est en train de gérer cela avec l'État congolais, et peut-être même qu'on enverra une mission là-bas pour voir de plus clairement de quoi il s'agit, afin que ça soit validé par le conseil d'administration. Mais je dois dire, à notre niveau, au conseil d'administration, direction générale de Sénélec, vraiment, on n'a pas vu de scandale. Voilà. Mais on a vu le ministre là-bas, sur place. Ah, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que le ministre, parce que je n'ai pas eu de feedback de sa rencontre avec les autorités congolaises, peut-être que je l'aurai bientôt. Donc on ne vous a pas encore informé? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Est-ce qu'ils ont évoqué la question? Je n'en sais absolument rien. D'accord. Voilà. Mais ce contrat est toujours d'actualité? Toujours d'actualité. Et il n'y a pas de scandale? Non. D'accord. Jusqu'au moment où je vous parle, au niveau de notre conseil d'administration de Sénélec, on n'a pas vu de scandale. Jusqu'au moment où je vous parle. Parfait. Oui. Donc je rappelle que nous recevons M. Habib Sy, qui est ancien ministre d'État et actuellement il est le PCA de la Sénélec. Alors, comment est-ce que vous travaillez avec vos amis de PASTEF? Ils sont relativement jeunes, vous avez de l'expérience. Il n'y a pas de conflit de génération? Il ne saurait y avoir de conflit de génération parce que, comme vous l'avez souligné tantôt, dans l'opposition, je les ai accompagnés. Et vous savez, je vais vous dire, moi je suis un vadiste. Mon origine politique, c'est le PDS. Mais je peux vous dire que les sacrifices que j'ai consentis pour le PASTEF, je ne les ai pas consentis pour le PDS. Les risques que j'ai pris avec le PASTEF, je ne les ai pas pris avec le PDS. Quels sont les risques que vous avez? Il y en a énormément. D'abord, quand le PASTEF a été dissous, ici chez moi à Kergorgui, c'était leur siège. Tous les jours, on se réunissait là-bas, à nos risques et périls. Et j'ai exposé ma famille. Et savez-vous que ce soit Sonko président, Diomaye président, Lacoste, tout a été monté chez moi. Tout. Les points de presse se tenaient dans mon salon. Les investitures, même les investitures de Sonko se tenaient dans mon salon. Je n'ai pas autant manifesté pour le PDS. Et pourtant, j'étais malade. Et je ne voulais pas qu'il le sache. J'ai subi une opération. Mais malgré cela, je manifestais, je recevais des bombes lacrymogènes. Je disais tout simplement à ma sécurité, faites en sorte que je ne sois pas arrêté. Parce que ma dignité ne me permettrait pas, emprisonné, de demander à Macky Sall de me libérer parce que je suis malade. Et énormément de choses. Mais il me le rendait. D'accord. Il me le rendait. Et c'est pour cela qu'Ousmane Sonko
m'a désigné pour être candidat à l'élection présidentielle dans sa stratégie. Vous comprenez, énormément de choses. Et pourquoi à l'époque vous l'avez choisi, lui, plutôt qu'un autre? Pourquoi? Pourquoi lui, vous l'avez choisi? Ah, oui. Vous avez choisi de l'accompagner plutôt qu'un autre? Vous savez, ma connaissance avec Ousmane Sonko... Il n'y avait pas de calcul? Non, c'est quand on l'a radié de la fonction publique. Quand on l'a radié de la fonction publique, comme je suis un énarque, je l'ai appelé comme ça, je ne le connaissais même pas. Je lui ai dit, mais Ousmane, je voudrais qu'on se voit, parce que c'est anormal, c'est la première fois, moi, énarque, que je vois qu'on radie comme ça un énarque de la fonction publique. Il est venu chez moi, à discuter, etc. Il me dit, bon, je lui dis qu'il faut que ça soit porté par tous les énarques. Il faut, s'il le faut, qu'on aille voir le président Macky Sall pour qu'il revienne sur sa décision. Il m'a dit, doyen, si vous pouvez le faire, vous le faites, mais moi je ne suis pas demandeur. J'ai dit, quand cela ne tienne, mais moi je ferai des démarches. J'ai contacté l'amicale des inspecteurs aux impôts et domaines. Ils avaient quelques difficultés. J'ai contacté l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques à laquelle j'appartiens. Mais comme il n'y avait pas d'élan au niveau de l'amicale des impôts et domaines, j'ai dû arrêter. C'est là, c'est à partir de là que date ma connaissance avec Ousmane Sonko. Après, on s'est fréquenté plus fréquemment, il venait chez moi. Et j'ai senti, je vous ai dit que je suis wadiste, moi. Pourquoi je suis wadiste? Parce que je considère qu'Abdoulaye Wade, il a délimité tous les contours possibles de la politique d'opposition en Afrique. Vous ne pouvez pas faire de la politique d'opposition sans être dans le périmètre qui a été défini par Wade. Alors, dans ce périmètre de wadisme, il y a la souveraineté. Moi, je suis un proche collaborateur d'Abdoulaye Wade. J'ai vu comment il a défendu la souveraineté du Sénégal. Alors, avec les Ousmane Sonko, la souveraineté africaine a porté de nouveaux habits de jeunesse. Je l'ai senti en eux. Et ça créé rapidement la convergence entre nous. Et c'est pour cela que, bon, pour d'autres raisons, que j'ai décidé de les accompagner. Très bien. Voilà. Vous citez beaucoup le nom de le nom de M. Sonko sans jamais citer le nom du président. Pourquoi? Mais parce que c'était Sonko, le président de PASTEF. On travaillait politique. Bien sûr, je connaissais Diomaye parce que lui aussi, des fois dans les réunions de Yewwi Askan Wi, il était souvent d'ailleurs mandaté par Ousmane Sonko pour venir le représenter son parti. Et là aussi, nous avons eu des relations cordiales avec Diomaye à l'époque. Et ça continue toujours. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire du pays? Est-ce qu'ils sont en train de le changer? Vous savez, c'est une révolution. Parce que quand vous accédez, quand vous dites que vous voulez changer le système, c'est une révolution. Et une révolution particulière parce que vous n'êtes pas accédé au pouvoir par la violence, comme ça se fait dans les grandes révolutions, mais par le biais des urnes, de façon démocratique. Alors là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout parce que vous n'avez pas immédiatement toutes les coups de franche, vous ne pouvez pas dissoudre les institutions, vous ne pouvez pas dissoudre les partis politiques, et vous voulez changer le système. Il faut beaucoup d'imagination et beaucoup de stratégie pour y arriver. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois qu'ils réussissent pour un début. Et il faut s'en féliciter pour qu'ils soient ainsi. Bon, mais je crois qu'ils sont en train de mettre en œuvre les raisons pour lesquelles ils ont été élus. Jusqu'à présent, il n'y a pas de déviation sur leur programme et leur projet. Et c'est ça qui est important. Et on sent toujours qu'il y a le soutien populaire. Bon, c'est bien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont, bon, relativement ordinaires, des hommes ordinaires, face aux difficultés extraordinaires du Sénégal? Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aime bien cette expression. Vous voyez, d'abord la façon dont il s'est arrivé au pouvoir n'est pas ordinaire. Acceptez-le avec moi. Ce n'est pas ordinaire, ça ne court pas les rues.
cette façon d'accéder au pouvoir. Le fait d'accéder au pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, et de vouloir changer le système de façon démocratique aussi, ce n'est pas ordinaire. On est confronté aux difficultés. Mais est-ce qu'on a besoin d'être extraordinaire pour changer un pays? Pas toujours. Pas toujours. Parce que quand vous faites une révolution, vous êtes au niveau du peuple. Vous parlez le langage que comprend le peuple. Vous sentez le peuple. Vous voulez exprimer ou faire ce que veut le peuple, etc. C'est ça la révolution. Et je crois qu'ils arrivent, la révolution, à deux caractéristiques. La première, c'est qu'on ne peut pas faire de révolution sans la guillotine. Et aujourd'hui, la guillotine, ce n'est pas dégorger les gens, comme ça se faisait dans les grandes révolutions, mais la réduction des comptes, c'est la guillotine. Ça ne se faisait pas avant. Et la deuxième caractéristique d'une révolution, c'est qu'après, elle mange ses enfants. Mais ici, je parlais à des amis, je disais, mon jeune frère, le cas d'Azoura est très, très important, qu'il faut étudier. Vous prenez la Révolution française, Robespierre, Danton, etc., qui ont été des artisans de la Révolution. Ils ont été guillotinés après. Vous allez en Union soviétique, les trotskiens, ils ont été mangés par la Révolution, ce sont les enfants de la Révolution. Mais ici, le peuple de Pastef, le peuple de la Révolution n'accepte pas que ces enfants soient mangés par la Révolution. Vous voyez, même s'ils sont dans l'illégalité, c'est le cas d'Azoura, même s'ils sont dans le cas de l'illégalité. Donc, vous voyez que toujours, cette façon d'exercer, d'accéder au pouvoir, donne des leçons au niveau mondial. Je ne dis pas qu'il faut insulter les gens, etc. Mais c'est un constat que je fais. Et le Sénégal est un cas très intéressant. Et mais enfin, il y a eu d'autres commentaires. Le fait que vous rendiez visite à un militant, il peut s'agir que vous êtes un peu l'otage de ce militant. Il est obligé, c'est ce que je vous dis, c'est le peuple de la révolution pastefienne qui exige et il est obligé de subir. Il n'a pas d'autre choix. Il sait ce qu'il fait, je vous l'ai dit, c'est le stratège, il comprend. Mais là, comme il l'a expliqué lui-même, ou bien d'autres l'ont expliqué, il porte ses habits de président de parti. C'est vrai que quand vous êtes Premier ministre, c'est un peu très difficile de faire la distinction, la dichotomie, bon, pour l'opinion publique, mais pour le militant de PASTEF, il comprend, et lui aussi, en tant que Premier ministre, dans sa conscience, il comprend ce qu'il est en train de faire. D'accord, pour ne pas mélanger les choses. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous dites que gérer, c'est pas difficile. Gérer un État, c'est ce qu'il y a de plus difficile d'ailleurs. C'est pas facile, gérer, c'est pas facile. Et pourtant, dans l'opposition, on croyait que vous aviez une baguette magique ou des baguettes magiques. Arrivé au pouvoir, on a vu que vous n'êtes pas des magiciens, Est-ce que c'est pas ce que vous aviez vendu en étant opposant qui était qui n'était pas faisable, et aujourd'hui la réalité vous rattrape? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous n'êtes pas des magiciens. On ne lit pas des magiciens pour gouverner un pays. Très bien, ouais. On élit des hommes d'État, des hommes politiques, etc. Et cela veut dire énormément de choses. Quand vous êtes dans l'opposition, vous concevez un programme, un projet, vous l'élaborez, etc. Vous ne pouvez pas faire autre chose que de présenter cela au peuple. Vous savez, il y a, comme le dit un grand penseur français, il n'y a que 3 façons d'accéder au pouvoir. La première façon, c'est vous utilisez le glaive, c'est-à-dire la force, ou bien vous avez de l'argent, et la troisième façon, c'est la parole, le verbe. Et la parole, c'est le programme que vous présentez au peuple. Maintenant, quand vous accédez au pouvoir, il y a des réalités, bien sûr, auxquelles vous êtes confrontés. Pour mettre un programme en œuvre, il faut de l'argent. Vous n'avez pas suffisamment d'argent.
il y a un sentiment d'urgence au niveau des populations. Ouais. Il faut serrer les priorités, etc. etc. Mais cela ne veut pas dire que vous reniez. Vous reniez votre programme ou vos projets ou les propositions que vous aviez faites. Ça ne se fait pas d'un seul jour. Ouais. Comme vous dites, ce n'est pas un coup de baguette magique. Hein? Il faut du temps, etc. Mettre les choses en ordre. Surtout si vous trouvez qu'il y a un désordre budgétaire dont vous avez hérité comme au Sénégal. Ouais. Parce que quand vous êtes dans cette situation très difficile dans laquelle il se trouve, ce dérèglement du budget, vous êtes obligé de jouer sur deux leviers et ça ne va pas vite. Vous êtes d'abord obligé soit d'augmenter les impôts pour avoir de l'argent, soit d'élargir l'assiette fiscale, ce qu'ils sont en train de faire progressivement. Et quand vous le faites, ces deux leviers, vous avez deux autres problèmes. Le premier problème, c'est que quand vous augmentez l'impôt, vous augmentez l'assiette fiscale, vous créez du chômage. Parce que si les impôts augmentent au niveau de l'entreprise, elle est en train de faire une compression de personnel. Et ensuite, vous êtes obligé de diminuer le train de vie de l'État, les investissements. Quand vous le faites, vous créez aussi de la pauvreté. Alors il faut maintenant beaucoup d'imagination pour avoir des financements innovants par-ci, par-là, etc. et régler les problèmes de budget pour s'en sortir. Et ils le font, c'est très difficile, il faut l'accepter, c'est une situation très compliquée, mais je crois qu'ils vont s'en sortir. D'accord, vous pensez qu'ils ont fait assez de sacrifices avec la situation, parce qu'on n'a pas vu qu'ils aient renoncé aux fonds spéciaux, ils n'ont pas donné l'exemple sur ce plan. Je suis d'accord avec vous, je vous le dis très franchement. Ouais. Je crois qu'en ce qui concerne la diminution du train de vie de l'État, ils n'en ont pas encore assez fait. Et je crois qu'il y a des niches au niveau du budget, le fonctionnement et consorts sur lesquels on pouvait... le parc automobile de l'État, etc. Il faudrait que le peuple qui les a élus perçoivent que réellement il y a une diminution drastique du train de vie de l'État. Est-ce que vous le leur avez dit? Pour le moment, très franchement, je ne le sens pas. Vous le leur avez dit dans le blanc de l'œil? Je le dis ici parce que peut-être qu'on n'a pas continué à avoir ces cadres de discussion stratégique comme on le faisait, après qu'ils sont par le pouvoir. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Donc, si aujourd'hui vous dites ça, on peut pousser la réflexion un peu pour dire qu'il n'y avait pas de projet. Le projet, c'était uniquement la conquête du pouvoir, non? Non, je crois que sur le projet, ça a été très clair. Il y avait un projet. Ils ont écrit, il y avait la solution de Ousmane Sonko, il y a le projet qui a été décliné pendant la campagne électorale, etc. Mais là, quand vous le faisiez, il n'était pas dans l'État. C'était les réalités de l'opposition. L'État, c'est une autre réalité. Quand vous accédez au pouvoir, comme ça se fait partout, vous êtes obligé de voir les insuffisances du projet, les améliorer en fonction des réalités que vous avez trouvées sur place. C'est ce qu'ils ont fait de façon très courageuse avec cette vision Sénégal 2050. On ne peut pas leur faire ce reproche. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. D'accord, d'accord. On peut parler maintenant du dialogue sur le système politique. Est-ce que c'est la priorité des Sénégalais, d'après vous? Vous savez, je lisais tout récemment le premier magazine de l'an 1 de l'indépendance. Il y a un article de Mamadou Dia, un article du président Senghor. Senghor, il parlait de Sénégal, je crois, pays du... Comment il l'a dit? Pays de... Dialogue. Dialogue consensuel. Attendez, je crois que je l'avais même dit. Non, il dit Sénégal, l'accord consensuel. Ah, d'accord. Pays de l'accord consensuel. Et Mamadou Dia, lui, il disait il parlait de cheminement accepté par le dialogue en parlant de nos relations avec la France.
pour l'acquisition de l'indépendance. Donc vous voyez que c'est une tradition républicaine au Sénégal. Et tous les présidents qui se sont succédés ont dialogué. Mais je pense que l'équipe président Diomaye, président Sonko, Ousmane Sonko devrait changer un peu le format. Parce qu'au Sénégal, on est un peu tenté par le folklore politique, la politique spectacle. Moi, j'estime qu'il est arrivé un moment où, quand on aborde des questions, il faut appeler les sachants. Celui qui n'a pas éprouvé le système politique sénégalais, qui est dans un parti politique, qui allait à des élections à plusieurs reprises, il ne peut pas vous apporter grand-chose. D'accord. On pourrait revoir la formule, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas... Parce que quand on est trop nombreux, on ne travaille pas bien. C'est ça la vérité. D'accord. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une rupture dans le format du dialogue. Bon, mais c'est déjà engagé. On souhaite qu'il y ait des solutions proposées, acceptées et mises en œuvre. D'accord. Donc, ce qui s'est fait l'autre jour à Diamniadio, c'était du spectacle. En fait, vous savez, la politique, et concomitant, la politique, le spectacle est intrinsèque même à la politique. Mais ce n'est pas toujours utile. J'ai dit qu'on pouvait trouver un format beaucoup plus serein qui permettrait de travailler de façon beaucoup plus efficace et d'arriver à des solutions pertinentes. Cela peut se faire. Mais quand vous mettez ensemble les politiques, sociétés civiles, chefs religieux, etc., finalement, bon, c'est comme le faisait Macky Sall. Et comme nous on parle de rupture, pour avoir beaucoup plus d'efficacité, je pense que le format devrait être changé. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, vos amis n'innovent pas assez. Non. Le fait de faire le dialogue dans ce format ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation. Vous savez très bien qu'il y a de l'innovation dans la gestion du pouvoir. La façon dont ils font la reddition des comptes, la façon dont ils sont en train d'exercer le pouvoir de façon générale, etc. La réduction des portefeuilles ministériels, sur lesquels d'ailleurs moi je n'étais pas d'accord, hein, parce que c'était un engagement pour eux. Mais moi personnellement, j'ai dit qu'un ministre aussi, il ne faut pas trop le charger pour qu'il ne soit pas efficace. Moi je me rappelle un jour, le président Ouad, il m'avait donné tellement de ministères, plus que ce qu'il avait donné à Karim Wade. Hein. Et après, quand je suis sorti, les gens lui ont dit, on ne peut pas confier tout cela à une seule personne. Ils ont raison, parce qu'il y a un problème d'efficacité. Vous comprenez? Et surtout quand on vient d'accéder au pouvoir, on n'a pas encore l'expérience. Si vous êtes trop chargé, vous pouvez arriver très vite au burn-out. D'accord, très bien. Donc, beaucoup de gens disent que le boycott qui a été évoqué ou invoqué, auquel on a appelé, n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est votre avis, le boycott du dialogue? Le boycott de l'opposition n'a pas marché, d'après vous? Bon, moi, vous savez, je suis un démocrate. Je respecte la position des uns et des autres. Moi, président de Yewwi Askan Wi, ici, on a boycotté le dialogue de Macky Sall pour des raisons qui nous sont propres. Et c'est ce qui a été à l'origine de notre rupture avec Khalifa Sall. Donc, même s'il y a un seul parti qui boycotte, je respecte sa position. Il a les raisons pour lesquelles il ne vient pas au dialogue. Mais ça n'empêche pas aux autres de se retrouver et de travailler ensemble. Voilà. Justement, vous êtes toujours le président de la conférence des leaders de Yewwi, ou bien Yewwi c'est fini? Non, j'ai quitté avant. C'était Cheikh Tidiane Youm qui était le président, le dernier président. Yewwi, c'est fini, non? Attendez, Yewwi, peut-être formel, Yewwi n'a pas été dissous. Yewwi n'a pas été dissous, Yewwi est toujours là. Et moi, je suis pour qu'on reprenne, peut-être sous une autre forme, mais tout ce qui était dans le cadre de Yewwi puisse se retrouver, parce que ça a été à la base. Ça a été à la base de cette lutte âpre que nous avons menée contre Macky Sall. Donc on ne doit pas jeter Yewwi comme ça. Il y a toujours des possibilités d'avoir des convergences et de se retrouver, à mon avis, parce qu'il y a des compétences. Hein, il y a beaucoup de compétences dans Yewwi.
que le pouvoir devrait pouvoir utiliser. D'accord, très bien. Yehu, il n'est pas mort, mais il s'est ligoté. Voilà, c'est ce que comme vous voulez. Il y a 14 partis seulement qui sont en règle, semble-t-il, ici au Sénégal. Vous avez un parti. Oui. Il est dans quel état ou situation réglementaire? Bon, vraiment, j'attendais à ce qu'il y ait une contestation de la presse. Parce que quand on a constaté qu'il y avait beaucoup d'organes de presse qui n'étaient pas réguliers, on a publié cela. Ceux qui n'étaient pas réguliers ont été sanctionnés. Pourquoi on ne le fait pas pour les partis? Ah ouais, il faut publier. Ça, c'est vous. Il faut publier. Les partis qui sont en règle, les partis qui ne sont pas en règle. Le travail est facile. Ouais. Ceux qui ne sont pas en règle, comme on a fait avec la presse, on leur donne un délai. Voilà les critères que vous n'avez pas respectés. Si vous ne les respectez pas, au-delà de ces critères, vous êtes dissous. C'est aussi simple. Pourquoi on le fait pour la presse et on ne le fait pas pour les partis? Est-ce que les partis politiques sont plus importants que les organes de presse? Je ne le crois pas. D'accord. Alors, et vous, votre mais parti? malheureusement, vous ne l'avez pas soulevé. Ah ouais. Et votre parti, il est... Je ne sais pas, parce qu'on ne m'a pas dit. Parce que moi, aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui va tout seul aux élections. On n'est que dans des coalitions. Et moi, je suis dans des coalitions depuis lors. Il faut que maintenant, le ministère de l'Intérieur nous dise pourquoi ces partis n'ont pas respecté la loi et le règlement définis par l'État et qu'on sache qu'est-ce qu'on reproche à ces partis et qu'on nous dise, les autres partis, les 14, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en règle. Et ça ne mérite pas un grand débat. C'est ça la rupture. Vous n'êtes pas en règle. Il faut arrêter. D'accord. Voilà, comme on a fait avec la presse, je le répète. Très bien. Moi, si j'avais à chercher en tant que journaliste, je chercherais si le parti au pouvoir est en règle. Mais bien sûr. Parce qu'il doit donner l'exemple. Absolument. Est-ce que... Et je crois, bon, ils sont en règle. Je le crois. Oui, Pastef va toujours... Parce que dans ce combat difficile qu'il menait avec Macky Sall, vraiment, il prenait toutes les précautions. Je ne suis pas pastefien, je ne suis pas de Pastef. Mais j'ai cru savoir qu'ils ont pris quand même toutes les précautions pour être en phase avec la loi. Vous défendez le parti? Non, vous défendez le PASTEF, mais votre parti, à vous, vous ne le défendez pas comme vous défendez le PASTEF. C'est un peu... Défendre le PASTEF, c'est défendre mon parti parce que nous sommes encore en coalition, jusqu'à présent. Un parti satellite, quoi. Appelez-le comme vous voulez. D'accord. Mais il faut l'accepter. Moi, j'ai un petit parti. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et je ne sais pas demain comment va se passer notre compagnonnage avec Pastef. Vous comprenez? Je ne suis pas prétentieux. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas un grand parti, je suis un petit parti, n'est-ce pas, qui, dans le cadre de la coalition, a un député, a des conseillers municipaux, etc. etc. Si demain je dois aller seul, je saurai ce que je dois faire, parce que j'ai quand même de l'expérience. Ou bien si je dois me retirer de la politique aussi, je saurai ce que je dois faire. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut soupçonner le dialogue, reprocher au dialogue, de vouloir essayer de diviser l'opposition ou même de la réduire en poussière? Je ne crois pas. Je crois que le président Diomaye a été très clair à ce sujet. Il faut donner des plages d'expression à l'opposition, etc. Je les connais très bien, ils ne sont pas animés de la même volonté, des mêmes stratégies, des mêmes idées que le pouvoir ancien, n'est-ce pas? Il n'y a derrière aucune volonté, ça je peux l'affirmer, de diviser l'opposition. Maintenant, si l'opposition elle-même n'arrive pas à s'entendre, ça c'est un problème entre eux, mais ce n'est pas un problème de la coalition ou du parti au pouvoir. On a vu des opposants. On n'a pas dit on va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Hein? Oui, d'accord. On a vu des opposants dont le parti avait décidé de boycotter les élections. Des opposants également qui ont dit clairement qu'ils allaient à ce dialogue. Est-ce que le simple fait de participer au dialogue est un blanc-seing après, si vous aviez auparavant des responsabilités, vous êtes à l'abri de
toute forme de poursuite. Est-ce que le dialogue peut permettre ça? Franchement, ça, je crois que c'est une question qui ne mérite même pas d'être posée parce que ce n'est pas possible. Aller au dialogue, comment aller au dialogue pour vous couvrir? Vous avez le nouvel élan qui est pris par la justice, qui me semble de prendre de plus en plus son indépendance. Si vous êtes impliqué dans un dossier, et je crois que ça c'est une position qui a été défendue, même avant l'accession au pouvoir par Ousmane Sonko, même appartenir au PASTEF ne vous couvre pas, être de la coalition ne vous couvre pas, être dans l'opposition ne vous couvre pas. Si on constate que vous avez exercé le pouvoir et que vous avez détourné les fonds publics, personne n'y peut absolument rien. Très bien. Il n'y a pas de couverture. Parfait. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé, vous avez participé au dialogue que vous ne serez pas... Khalifa Sall a participé au dialogue de Macky Sall et il a été en prison. Si Macky Sall le fait, d'autant plus avec le PASTEF. D'accord, très bien. Est-ce qu'avec ce dialogue-là, on peut s'attendre qu'il puisse servir d'ouverture? Est-ce que le gouvernement actuel pourrait s'ouvrir à l'issue du dialogue? Je ne suis ni le président de la République, ni le Premier ministre. Vous souhaitez quoi, vous? Vous avez un souhait quand même. Ça peut permettre l'entrisme, ce qu'on appelait l'entrisme. Vous savez, moi, j'ai été entriste. Parce que j'étais le directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade de 1995 à 1998, quand il était dans le gouvernement élargi d'Abdou Diouf. Après avoir refusé un poste de ministre qu'il m'avait proposé, j'ai préféré être son directeur de cabinet. Donc, en tant que wadiste libéral, je ne veux pas, moi, m'opposer à l'entrisme. Bon, mais les circonstances ont changé. Aujourd'hui, je vous ai dit que c'est une révolution. Et il faut être très prudent. Quand bien même ceux qui sont les leaders de ce parti l'auraient voulu, il y a une opinion du peuple révolutionnaire qui surveille, qui veille. Et c'est ça la particularité aujourd'hui de PASTEF et de ses alliés au pouvoir. Et c'est très intéressant. Ils contrôlent comment ils exercent le pouvoir. Il faut s'en féliciter. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, il y a quand même un brin de moralité dans la politique. Ce n'est pas, je ne sais de l'anathème sur personne, mais les circonstances politiques par lesquelles nous sommes entrés dans le gouvernement d'Abdou Diouf et actuellement, c'est totalement différent. Les choses ont évolué. D'accord, très bien. Vous avez suivi le contre-dialogue de l'opposition? Non, ça ne vous intéresse pas? Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dire la vérité. Très bien. Je vous parle franchement. Je vais essayer de voir après qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais vous ne direz pas qu'un contre-dialogue, ce sont des enfantillages? Nous l'avons essayé. Ah d'accord, très bien. Je ne peux pas les critiquer parce que nous l'avons expérimenté. Ils ont le droit de le faire. Très bien, on va avancer. Je rappelle que nous recevons M. Habib Sy dans cette émission du JDD. Il y a la reddition des comptes, c'est le contexte même de ce dialogue politique. Quelle est la différence entre la reddition des comptes de 2025 et celle qu'on a connue auparavant? Je voudrais d'abord dire, les gens ont une courte mémoire. Moi, j'ai représenté l'opposition au comité de suivi du Force Covid, Fonds Covid, à l'époque. Dans le cadre du FRN, j'étais désigné unanimement par l'opposition. Alors, quand j'ai participé aux travaux, la façon dont ils se déroulaient était pour moi une alerte. Et après, je crois, 3 séances, j'ai démissionné. Ça, les gens, ils l'oublient. Je leur ai dit que ça ne marchera pas. La façon dont c'est organisé, il y aura des scandales. Et quand j'ai démissionné, ils m'entendent. Mahmoud Saleh m'a appelé, non, Habib, il ne faut pas quitter, etc. Parce qu'il pensait que l'opposition devait être là pour leur donner une sorte de blanc-seing. Il m'a dit, le président va vous appeler. Et le président Macky Sall m'a appelé.
Il me dit, oui, Habib, vraiment, il ne faut pas partir. Il m'a supplié. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez que moi, je n'ai rien à faire dans un comité de suivi. Si je suis là, c'est parce que l'opposition m'a demandé d'y aller, ils m'ont fait confiance. Et si l'opposition me demande de venir à ce comité, c'est certainement pour vous aider à réussir cette mission. Parce que c'était un problème national. Je lui dis, la première erreur que vous avez commise, c'est que vous prenez un général en activité, vous le mettez ensemble comme ça avec des civils, des politiques. Vous auriez dû prendre un général à la retraite. Ça aurait été moins compliqué, comme ça s'est fait avec le dialogue national, qu'il a torpillé après, parce que ces généraux avaient fait un excellent travail, je peux le dire. Il me dit, oui, oui, tu sais, etc. Il explique, bon, mais après, je vais te rappeler. Il ne m'a pas rappelé. Alors, je profite de l'occasion pour... parce qu'après, mes amis de TFM, là, Giancarlo, ils ont fait une émission pour tisser des lauriers au comité en disant qu'ils ont fait un bon travail. J'aurais souhaité qu'ils invitent les mêmes personnes, les Ndao d'Ascosen qui étaient là-bas, pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont suivi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont suivi? Mais vous parlez de nos confrères, là, ils ne sont pas là pour vous répondre. Non, écoutez, oui, moi je le dis très franchement, si j'étais là-bas aussi, je leur ai dit. Je n'ai que de bonnes relations là-bas. Mais ils l'ont fait, et c'est ma première sortie, et je suis obligé de le souligner. C'est important pour moi. Alors, cette reddition des comptes, donc, c'est normal. Et la particularité avec 2012, parce que 2012 c'était la première alternance quand même, hein, Wade n'avait pas peut-être toutes ces possibilités d'aller jusqu'au fond, il n'y avait pas de force Covid, etc. 1000 milliards de francs CFA comme ça, et ça n'existait pas. Il s'est limité à des affaires un peu restreintes. Et je crois qu'aussi c'était une bonne chose à l'époque. Mais aujourd'hui, vraiment, ça prend une grande ampleur. Et il ne faudrait pas que ce qui est arrivé avec Macky Sall nous arrive. C'est-à-dire faire une réduction des comptes, que l'opinion publique s'attende à ce qu'on récupère, s'ils sont condamnés, bien sûr, l'argent qui a été détourné et qu'on n'arrive pas à le faire. Et là, bon, je crois qu'ils en sont conscients et j'ai bon espoir qu'ils vont le réussir. D'accord, très bien. Il y a des ministres qui sont condamnés, en fait pas condamnés, mais prévenus, c'est-à-dire écroués un peu, d'autres sous bracelet électronique. Est-ce que ça, c'est une bonne image pour le Sénégal? Non, on ne le souhaite pas pour ces ministres, ni pour les directeurs ou les directeurs généraux. Mais la loi étant la loi, on ne peut pas faire autrement. Mais est-ce que ce ne sont pas des agneaux un peu du sacrifice? Parce que si on creusait beaucoup plus loin, si on grattait beaucoup plus loin, avec tous les ministres que le Sénégal a connus là, on aurait fait des découvertes extravagantes. Bon, vous savez, je crois qu'ils ont... C'est les recommandations de l'Union monétaire et économique africaine. Quand vous accédez au pouvoir, vous devez faire la reddition des comptes pour un délai bien déterminé. On ne va pas remonter jusqu'en 1960 quand même. Mais il arrive des moments de l'histoire, il faudrait prendre un certain nombre de mesures et de décisions pour corriger et pour assainir la gestion publique. Et c'est important, ça c'est pour l'avenir. Bon, ils ne sont pas condamnés. Ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Et quand ils seront jugés, on verra ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté, etc. D'accord. Mais on ne cherche pas à... Mais ce n'est pas une chasse aux sorcières, je crois que ça a été très bien dit. Mais il y a un peu d'humiliation avec les bracelets, tout ça, non? Mais au contraire, le bracelet, je crois que ça allège un peu les difficultés et les peines. Cet État a été une demande dans les réformes de la justice pour désengorger les prisons. Moi, j'ai fait la prison, je sais de quoi il s'agit, etc.
À l'époque, il n'existait pas de bracelet, mais au moins avec le bracelet, vous êtes en famille, etc. Vous pouvez faire votre travail comme vous le voulez, etc. Vous téléphonez à travers le monde. Ce qui est humiliant, c'est tout simplement, à mon avis, que demain vous soyez condamné parce que vous avez détourné les fonds publics. C'est ça le problème. Nous n'en sommes pas encore là. D'accord. Voilà. Très bien. On peut avancer un peu. Il y a l'actualité avec l'élection à la présidence de la BAD. Le Sénégal il a échoué un peu, son candidat. Donc, par ricochet, le Sénégal. Pourquoi on ne brille pas sur la scène internationale? Bon, je vais vous dire sincèrement ce que je pense sur tout cela. Vous savez, je vous ai dit tantôt de révolution en interne. La volonté de changer le système. Mais quand vous accédez au pouvoir dans ces conditions, vous pouvez changer le système en interne, mais au niveau international, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas changer le système mondial. Vous ne pouvez pas changer le système au niveau des États puissants, même comme Donald Trump n'arrive pas. Donc il faut trouver l'astuce, la stratégie, tout en se reniant pas, de pouvoir s'insérer dans la marche du système international. Je vous dis très franchement, on sentait venir. Moi, je sentais venir. La défaite. Oui, je sentais venir que le cas de comment il s'appelle, de Hott n'allait pas passer. Pour plusieurs raisons, parce que le Sénégal était déjà président de la BAD, avec Babacar Ndiaye à l'époque, qui avait fait un excellent travail. Nous avons pendant longtemps occupé des postes de responsabilité au niveau international. Hott, qui a été ministre de Macky Sall, n'est-ce pas? Moi, en tant que accompagnant de ceux qui sont au pouvoir actuellement, personnellement, je ne le sentais pas. Je me disais pourquoi? Vous comprenez? Et peut-être pour l'opinion publique, beaucoup avaient ce même sentiment, ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Alors, on aurait dû... Et le candidat mauritanien, dès qu'il est arrivé, il a créé un certain engouement, soutenu par la majorité, je crois, des pays de la CEDEAO, et nous sommes dans la CEDEAO, dont le président Alassane Ouattara quand même qui pèse. Je me disais qu'on pouvait retirer la candidature de Hott et soutenir le Mauritanien, parce qu'avec la Mauritanie, nous avons une nouvelle forme de coopération, GTA, le gaz, etc. Et ça aurait participé à raffermir davantage nos relations. Bon, mais je ne sais pas pourquoi, hein, parce que la diplomatie, c'est comme une affaire réservée du président de la République. Je sais que la ministre des Affaires étrangères s'est battue, je la félicite. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter mon ami Mohamed Saloum Merzouk, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, qui a fait un excellent travail. D'accord. Vous comprenez? C'est ça. Donc, alors, le système international est féroce. Et le pouvoir actuel, par la façon dont il est arrivé à l'exercice de ce pouvoir, n'a pas encore au niveau international cette épaisseur nécessaire pour pouvoir peser de façon décisive sur les décisions de la communauté internationale. Ça va prendre certainement du temps, mais il faudrait savoir exploiter cette façon dont ils ont arrivé au pouvoir, envier à travers le monde, parce que tout le monde aujourd'hui est intéressé par le Sénégal. Hein. Moi, je me dis même... ce que j'ai rencontré à travers le monde tout récemment, les investissements que les gens ont l'ambition ou la volonté de faire au Sénégal, est-ce qu'on pourra les contenir? D'accord, très bien. Il faudrait savoir exploiter tout cela. Parfait, il nous reste 2 petites minutes. Oui. Donc, si on vous suit bien, ils ont manqué d'astuces en ne retirant pas la candidature de M. Hott. Moi, j'aurais retiré la candidature de Hott, très franchement. J'aurais soutenu la Mauritanie. C'est ça. Et donc, il a été soutenu par le Sénégal et les autorités sénégalaises du bout des lèvres.
Ah bon, ça je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur parce que c'est un domaine réservé du président de la République. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles je donne mon opinion. Mais je ne sais pas en interne qu'est-ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'ils ont eu les raisons de les soutenir jusqu'au bout. Parfait. Et il ne faudrait pas, parce que c'est des choses à mon avis qu'il faut éviter. Après la dégradation de la notation du Sénégal, il ne faudrait pas qu'on ait une perception qu'il y a une dégradation de notre politique diplomatique. C'est très important. C'est très important pour l'avenir. Et justement, vous avez félicité tout à l'heure Madame le ministre des Affaires étrangères, et pourtant elle est beaucoup critiquée sur la scène. Beaucoup parlent d'elle comme... bon, elle est ministre des Affaires étrangères, mais certains disent qu'elle est étrangère aux affaires. Je crois, vous savez... c'est pas un problème, c'est pas un problème de personne. Les ministres, comme j'ai l'habitude de le dire, sont des ouvriers politiques. Très bien. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation et les ministres ne font qu'appliquer ce que leur demande le président de la République. Parfait, parfait, voilà. Parfait. On peut parler de l'électricité. Vous êtes le PCA de Sénélec. Les autorités ont fait miroiter une baisse de l'électricité. C'est une vue de l'esprit. C'est pas pour demain, ça, parce que... Oui, c'est dans l'ordre du possible. Il y a des annonces, mais pas immédiatement. Pas immédiatement, parce que actuellement, toutes les centrales de Sénélec fonctionnent au flux lourd, etc. Le service, vous savez, on va y arriver quand on aura exploité potentiellement notre gaz. Et on commence actuellement à acheter du GLN, le gaz liquéfié. Sénélec vient de signer un contrat avec Elton, un contrat avec, comment ça s'appelle, Total Énergie, pour s'approvisionner en gaz pour diminuer les coûts de production. Parce que c'est ça le talon d'Achille de la Sénélec. Et si on a le gaz de façon assez suffisante et qu'on développe aussi le solaire, tout ce qui est énergie non renouvelable. Et je crois que d'ici quelques années, on arrivera à une baisse substantielle du prix de l'énergie, comme l'a annoncé le ministre de l'énergie, Birame Souleye Diop. Et je crois qu'ils sont en train d'y travailler. Vous parlez de quelques années, lui, il n'a pas dit quelques années. Hein. Oui, moi je vais être prudent, je ne suis pas le ministre. D'accord. Et je ne suis pas le directeur général de Sénélec. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pas un problème d'être sur la même. Je parle en fonction de mon niveau d'information. Parfait. Vous comprenez? Parfait. C'est pour cela que je vais être très prudent. Je ne vais pas dire que d'ici la fin de 2025, on va baisser le prix de l'électricité à 100 francs. Je n'ose pas le dire. Mais si le ministre le dit, lui, peut-être il a ses raisons. D'accord, très bien. Bon, il y avait d'autres questions sur les relations avec la sous-région, etc., sur la guerre commerciale États-Unis-Chine et les implications pour l'Afrique. Malheureusement, on n'a pas le temps. C'est fini, on aura d'autres occasions. De toute façon, on vous remercie très sincèrement. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir fait cet honneur d'accepter notre invitation. Ça a été un plaisir, Hassan, et dans l'espoir de nous retrouver encore une prochaine fois. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Merci à la partie technique Abdoulaye Ndiaye et tous ses collaborateurs. Merci et bon dimanche.